Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. La phrase qui n'est pas définitive, je la vois. Elle a une vibration particulière. Je vois qu'elle n'est pas définitive. Je vois, c'est pas qu'elle sonne faux parce que c'est qu'elle est en recherche. Et puis à un moment, clac, il y a ce petit bruit. Mais que doit avoir le menuisier qui a la pièce qui s'insère parfaitement tout à coup entre deux autres pièces de bois. Là, il y a quelque chose de l'oreille, en effet. Il est l'un des grands noms de la littérature jeunesse contemporaine et à travers ses romans, il embarque des lecteurs et lectrices de tous âges dans de grandes aventures qui font la part belle à l'imaginaire, à l'émotion et à la poésie. Parmi les héros et héroïnes qu'il a créés, il y a Toby Lowness, petit garçon d'1,5 mm, qui a conquis de très nombreux lecteurs dans le monde entier. Mais aussi Van Gogh, jeune séminariste dans les années 30, poursuivi il ne sait pourquoi par des ennemis invisibles et lui-même en quête de ses origines. Ou encore Alma, jeune fille qui va devoir quitter brutalement la vallée protégée dans laquelle elle a grandi pour retrouver son petit frère dans le tourbillon du commerce triangulaire au XVIIIe siècle. À travers tous ces livres, notre invité, Timothée de Fontbelle, nous raconte notre monde tout en nous plongeant dans un imaginaire riche. Il nous rappelle aussi l'importance de la liberté et la toute-puissance de l'enfance. C'est d'ailleurs à cette question de l'enfance qu'est consacré son seul texte à ce jour, qui s'adresse d'abord aux adultes, Neverland. Récit au fort pouvoir évocateur dans lequel il nous raconte l'enfance comme un territoire, dont les lisières sont floues et mouvantes et dont la frontière semble ne se franchir que dans un sens, de l'enfance vers l'âge adulte. Et pour commencer l'entretien à suivre avec Timothée de Fontbelle, réalisé à l'occasion de sa venue à la librairie Dialogue, nous lui avons demandé d'entreprendre le voyage dans l'autre sens et de nous dire quelques mots de la cartographie de sa propre enfance et de la façon dont elle a constitué un terreau pour l'écrivain qu'il est devenu. C'est le terreau, c'est le compost de tout, en effet. Et sa cartographie, c'est assez intéressant. C'est une question que je ne me pose pas, alors que pourtant, l'enfance est un territoire pour moi, mais j'ai jamais réfléchi exactement à sa construction en termes de continent dans ma propre vie. Il y a une part d'enracinement, alors à Paris, bêtement, parce que je suis né dans Paris 14e. Ma fille, d'ailleurs, est née à Paris 14e, ce qui quand même montre un sens de l'aventure assez réduit. Et mes parents, c'était un peu plus... on allait jusqu'à Boulogne, pour Boulogne-Billancourt, Boulogne aux portes de Paris pour mon père, et quand même mal étroit à cause de la guerre d'ailleurs, dans le Morbihan pour ma mère. Donc un enracinement parisien, enracinement aussi plutôt dans l'ouest de la France, du côté des Deux-Sèvres, de la Vendée, pour tous les jours d'été, tous les jours de vacances, à vrai dire. Le premier jour de chaque vacances, on quittait vers l'ouest, le lieu de la liberté, le lieu des vacances, une famille nombreuse, 5 frères et sœurs, 2 chiens, des parents et des armées de cousins, d'oncles et tantes. Et d'un côté, il y avait ça, tout ça c'est l'enracinement, je dirais, des racines différentes, mais des racines quand même. Et d'un autre côté, il y avait une forme de mobilité, des racines et des ailes, puisqu'on partait de temps en temps un peu plus loin. 1 année au Maroc, 2 années en Côte d'Ivoire, et puis moi, de mon côté, dès mon premier poste de prof, parce que j'ai commencé par enseigner un tout petit peu, je suis parti au Vietnam 2 années, et donc à chaque fois, il y avait quand même ces parenthèses, mais avec un retour au bercail toujours. Donc l'ailleurs, des illusions d'exil par ces parenthèses que je savais terminer, puisque mon père était architecte, et donc c'était un poste pour 1 an, 2 ans à chaque fois. Et puis à chaque fois, je revenais des grandes périodes plutôt dans le cœur de Paris. Mais je parlais d'un compost, j'ai l'impression d'avoir tout ça dans le point d'origine de mes histoires. Et je crois que c'est très tôt, dès l'enfance, que vous découvrez aussi la joie de l'écriture. Ouais. Alors, quels ont été vos premiers mots écrits? Que représentait l'écriture pour vous? Et dans quelle mesure le besoin d'écrire est né pour vous de la joie de lire? Ils sont comme les 2 versants d'une feuille de papier
à cigarette, même si c'est lié à l'enfance, tant pis, on met du papier cigarette, parce que je connais, à part peut-être le papier Bible, le papier de la Pléiade éventuellement, ce qui est quand même pas mal aussi. Il y a vraiment ces deux versants-là de la lecture et l'écriture qui sont apparus quasiment en même temps. Je découvre le super pouvoir de l'écriture, de la lecture, et en même temps je me dis mais puisque quelqu'un a écrit ce que je lis, je dois pouvoir écrire en retour et partager mes mondes intérieurs comme j'avale ceux des autres, de ceux qui ont écrit parfois un autre siècle, parfois sur un autre continent. Enfin, tout d'un coup je vois la magie de ce qu'est la lecture et l'écriture. Et mes premières lectures, c'est le petit chat est posé sur le toit, maman lui demande de descendre, enfin ce genre de texte, et je me rappelle, vraiment, c'est marrant, parce que ça m'arrive assez rarement d'essayer de me souvenir, mais ces premières impressions, c'est quand même ces exemples de lecture dans les manuels, et c'est déjà beaucoup. Pour moi. C'est déjà énorme, et c'est ça qui me passionnera aussi bien pour les modes d'emploi que je vais lire à ne savoir qu'en faire. Dès que je vais savoir lire, je vais prendre le manuel de l'aspirateur et le lire en entier, même s'il n'y a pas beaucoup d'options dans l'aspirateur, mais je trouve ça incroyable de lire. Je me rappelle avoir trouvé ça incroyable. Et côté de l'écriture, je pense que très vite sont des histoires, et très vite pour le théâtre. Enfin, pour le théâtre, pour des pièces-settes, des scénettes, des sketchs, on appelait ça des sketchs plutôt, qu'on jouait entre frères et sœurs, d'ailleurs plutôt entre frères, parce que ma petite sœur est arrivée un peu après, et on jouait ces petites pièces que très vite on me chargeait d'écrire, moi, comme une compétence, mais c'est une distribution naturelle des compétences dans les familles. Toi, tu es le chanteur, toi, tu es celui qui a l'oreille musicale, toi tu sais très bien dessiner, et toi tu écris, tu es celui qui écrit. Il y a un peu ces facilités-là qui d'ailleurs moi me font penser que je suis un Mozart assassiné, alors que vraiment je pense que ma famille qui écoutera ce podcast se marrera parce que en tout cas on ignore ce talent de mon côté, mais je suis sûr que j'aurais pu faire de la musique si d'autres avaient décidé que c'était possible. Mais je suis pas malheureux d'être dans l'écriture, parce que je parlais de super pouvoir, je trouve que la pauvreté des moyens de l'écriture m'émerveille. C'est la possibilité, avec rien du tout, un bout de crayon et un papier, de raconter des histoires. Je trouve ça incroyable, et déjà c'était le cas. Et j'écrivais des pièces de théâtre parce que ça avait l'avantage de ne pas être terminé, d'être jamais terminé. On les confie ensuite aux comédiens qui vont le jouer, et on se dit tant pis, c'est pas bien, mais ça sera super une fois qu'il y aura des belles lumières, un beau décor. Et d'ailleurs je me chargeais aussi de ces parties-là, de lancer la musique, de trouver des ampoules à mettre sur des spots pour faire la lumière. Ça, de 7 à 18 ans, on va dire, j'ai fait ça dans des troupes de théâtre ensuite, au collège, au lycée, des troupes étudiantes ensuite, même quelques années, qui était mon laboratoire d'écriture. Et la musique, c'est quand même présent dans l'écriture. C'est très présent, c'est très présent. La phrase, d'ailleurs, je pense, quand j'ai assisté à l'enregistrement de certains de mes projets qui avaient des versions musicales, soit il y en a un opéra par l'Orchestre national d'Île-de-France tiré de mon livre Céleste, ma planète, ou bien un album musical qui s'appelle Georgia, dont j'ai écrit les textes et l'histoire et les paroles des chansons. Et à chaque fois, j'étais ébloui par l'orchestre qui s'arrête brutalement, 70 musiciens là par exemple, qui s'arrêtent brutalement, je ne sais pas pourquoi, et en fait parce qu'il y a une fausse note quelque part, et j'essayais de rapporter ça à moi, mon savoir-faire, ma compétence, et en fait la fausse note je la vois ce matin dans le train, je corrigeais un texte. La phrase qui n'est pas définitive, je la vois. Elle a une vibration particulière. Je vois qu'elle n'est pas définitive. C'est pas qu'elle sonne faux, parce que c'est qu'elle est en recherche. Et puis à un moment, clac, il y a ce petit bruit. Mais que doit avoir le menuisier qui a la pièce qui s'insère parfaitement tout à coup entre deux autres pièces de bois. Là, il y a quelque chose de l'oreille, en effet. À l'âge adulte,
pour continuer de tirer le fil, vous commencez une carrière dans l'enseignement, puis vous devenez dramaturge en écrivant des pièces de théâtre pour une compagnie indépendante, jusqu'au début des années 2000 à peu près, un peu après, où vous revenez au territoire de l'enfance avec l'écriture de Toby Lollness. Alors comment ce livre s'est-il imposé et quel a été son déclic ? Le déclic, c'est cette manie que j'avais de prendre mes histoires et de voir comment elles pouvaient être racontées au théâtre. Là, elle butait sur une impossibilité pour Toby. Toby Lollness, c'est l'histoire d'une petite humanité dans un arbre. Déjà, des acteurs d'1,5 millimètre, c'est pas facile à trouver. Ça se passe entre les cimes de l'arbre et le décor, alors pour le coup, était impossible. Il y avait tout d'un coup une histoire que j'avais en tête, que je voulais raconter, parce que elle m'habitait depuis très longtemps. Ça fait partie de ces mondes imaginaires qu'on se crée dans l'enfance et qui ne sont pas faits pour être partagés normalement. Mais là, il y a eu un moment où je pouvais le raconter, je pouvais essayer de le raconter. J'avais essayé d'ailleurs, je me rappelle tout à coup, là, 3-4 ans avant, j'avais commencé à prendre des notes. Et il faudrait que je les retrouve, ces premières notes sur ce projet-là, qui était la première personne d'ailleurs, alors que le récit est passé à la troisième personne finalement. Peut-être qu'il y avait encore quelque chose du théâtre avec un récit à la première personne et une prise de parole. Et ensuite, j'ai voulu un narrateur qui sait tout, pour pouvoir raconter pouvoir utiliser toutes les armes de la fiction. Et donc j'avais cette histoire qui ne pouvait pas se raconter au théâtre. Et je m'y suis mis. Toby mesurait 1,5 millimètre, ce qui n'était pas grand pour son âge. J'ai écrit cette première phrase et ça a été une libération de l'écriture. Peut-être j'avais eu une petite libération avant. J'avais écrit un projet autour de la Bible. On m'a demandé, je faisais des commandes d'écriture, j'avais arrêté d'enseigner, j'ai enseigné très peu de temps, 3-4 ans, en région parisienne et donc au Vietnam. Et comme j'avais lâché, il fallait que je vive de quelque chose, et donc je faisais des commandes d'écriture au kilomètre, vraiment, des pages et des pages et des pages. Et chaque jour, je commençais ma journée par écrire un chapitre de cette version romanesque de la Bible là, qu'on m'avait demandé, pour lequel au moins j'étais sûr de toucher quelque chose, même si j'en perdais les droits d'auteur après, parce que c'était pas un livre signé, c'était une commande d'écriture au kilomètre, on va dire. Et je me souviens déjà là avoir libéré mon écriture, qui était une écriture de théâtre qui était devenue assez hermétique par volonté de prendre le chemin le moins fréquenté, d'être dans l'invention littéraire complète, d'inventer une langue pour chaque texte que j'écrivais, un peu une exigence de puriste de 20 ans, et que j'espère rester puriste, mais avec aussi le plaisir de faire feu de tout bois, de profiter de la tradition du conte, de tendre un peu la main au lecteur pour l'embarquer. Il y a quelque chose de la veillée dans le récit que je commençais à faire là, aussi bien sur la Bible, et ensuite, quand j'ai arrêté ça pour faire uniquement l'écriture de Toby Lollness, j'ai libéré mon écriture. Toby mesurait 1,5 millimètre, ce qui n'était pas grand pour son âge. Seul le bout de ses pieds dépassait du trou d'écorce. Il ne bougeait pas. La nuit l'avait recouvert comme un seau d'eau. Toby regardait le ciel percé d'étoiles. Pas de nuit plus noire ou plus éclatante que celle qui s'étalait par flaques entre les énormes feuilles rousses. Quand la lune n'est pas là, les étoiles dansent. Voilà ce qu'il se disait. Il se répétait aussi, s'il y a un ciel au paradis, il est moins profond, moins émouvant. Oui, moins émouvant. Toby se laissait apaiser par tout cela. Allongé, il avait la tête posée sur la mousse. Il sentait le froid des larmes sur ses cheveux, près des oreilles. Toby était dans un trou d'écorce noire, une jambe abîmée, des coupures à chaque épaule et les cheveux trempés de sang. Il avait les mains bouillies par le feu des épines et ne sentait plus le reste de son petit corps endormi de douleur et de fatigue. Sa vie s'était arrêtée quelques heures plus tôt et il se demandait ce qu'il faisait encore là. Il se rappelait qu'on lui disait toujours cela quand il fourrait son nez partout. « Encore là, Toby ?» Et aujourd'hui, il se les répétait à lui-même, tout bas. « Encore là ?» Mais il était bien vivant, conscient de son malheur plus grand que le ciel.
Il fixait ce ciel comme on tient la main de ses parents dans la foule, à la fête des fleurs. Il se disait « Si je ferme les yeux, je meurs ». Mais ses yeux restaient écarquillés au fond de 2 lacs de larmes boueuses. Il les entendit à ce moment-là, et la peur lui retomba dessus, d'un coup. Ils étaient 4, 3 adultes et un enfant. L'enfant tenait la torche qui les éclairait. « Il est pas loin, je sais qu'il est pas loin. Il faut l'attraper, il doit payer aussi, comme ses parents. » Les yeux du 3e homme brillaient d'un éclat jaune dans la nuit. Il cracha et dit « On va la voir, tu vas voir qu'il va payer. » Toby aurait voulu pouvoir se réveiller, sortir de ce cauchemar, courir vers le lit de ses parents et pleurer. Toby aurait aimé qu'on l'accompagne en pyjama dans une cuisine illuminée, qu'on lui prépare une eau de miel bien chaude, avec des petits gâteaux, en lui disant « C'est fini mon Toby, c'est fini. » Mais Toby était tout tremblant, au fond de son trou, cherchant à rentrer ses jambes trop longues pour les cacher. Toby, 13 ans, poursuivi par tout un peuple, son peuple. C'était les premières pages du 1er tome de Toby Lollness. J'étais pas certain que c'était pour la jeunesse. Ça a beau être un monde un peu fantastique, avec un héros qui est un enfant, mais ça suffit pas. Et donc j'avais envoyé Toby des 2 côtés de la rue de l'université, Gallimard Jeunesse et Gallimard Adulte, et c'est Gallimard Jeunesse qui a réagi le premier et qui a décidé un peu de ma vie. Toby, en effet, a connu un immense succès, a reçu de nombreux prix, a rassemblé de très nombreux lecteurs de tous âges. Et après ce livre, vous continuez d'arpenter les chemins de la littérature jeunesse. La particularité de cette littérature, c'est que c'est une littérature adressée. Qu'est-ce que ça implique alors ? Est-ce qu'on écrit avec la même liberté ? Est-ce qu'on peut aborder tous les sujets ? Est-ce qu'il s'agit toujours de se rapprocher de sa propre enfance, de son regard d'enfant ? Et est-ce que c'est une responsabilité aussi d'écrire pour les jeunes lecteurs? C'est tout ça, oui, vraiment, ça résume bien. C'est-à-dire, en effet, adressé, c'est-à-dire que là, on a une responsabilité. Alors, responsabilité déjà par rapport à la littérature dont on est censé être le passeur, l'avocat, je sais pas quel est le rôle exactement, quelque chose aussi du pharmacien un peu, ou de la prescription, de donner les bonnes histoires qui vont toucher la personne et qui vont l'embarquer pour une aventure qui est la vie de lecteur. Donc il y a un peu cette responsabilité-là, ne pas décevoir, sur la littérature, ne pas braquer contre le livre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est une responsabilité qui est hyper stimulante pour moi, je trouve, de penser que le livre qu'on écrit est une affaire un peu de vie ou de mort, vie ou de mort d'un lecteur, on va dire, parce que est-ce qu'il sera lecteur ou il ne sera pas lecteur, même si c'est une histoire que je me raconte à moi-même, c'est pas vrai, il tentera peut-être avec d'autres livres, mais quand même, je veux essayer de nouer ce lien avec la lecture pour l'enfant ou l'adolescent qui lit. Et puis d'ailleurs, ça, c'est aussi vrai beaucoup plus tard, mais à ce moment-là, c'est assez décisif. Ensuite, les contraintes, les règles de la littérature jeunesse, ça, j'ai toujours du mal à les définir. Pour moi, il y a un peu un idéal de clarté de l'écriture, c'est-à-dire clarté, côté un peu lumineux quand même, parce que, avec des aspects ou des dénouements ou quelque chose quand même de pas complètement désespérant, mais ça c'est moi qui me le fixe plutôt, même si je pense qu'il y a l'idée il y a une loi pour la littérature jeunesse et je crois qu'il y a l'idée de ne pas désespérer la jeunesse. Voilà, je laisse un peu de clarté et un peu de clarté dans la forme, c'est-à-dire qu'il y a 1000 raisons de ne pas lire pour un jeune lecteur et donc le garder ce lecteur avec soi, c'est être soucieux du pacte qu'on crée avec lui, du plaisir de lecture, du plaisir qui permet ensuite le dépassement des épreuves, parce que tout n'est pas facile dans la lecture, mais ce pacte a noué quelque chose qui fait qu'on va dépasser les 3 pages de description un peu plus complexes. Et donc là, c'est un dosage que j'adore et qui me rappelle celui de la salle de théâtre où on veut qu'une chose, c'est que la salle ne se vide pas, qu'on les voit partir. Donc moi, je pense à mes lecteurs comme une salle qui se vide, ou qui se vide pas, justement, qui se remplit ou qui se remplit. Et donc, je suis toujours à regarder ma salle en me disant, est-ce que vous êtes toujours là ? Là, je rentre vraiment dans la cuisine de mon état d'esprit. Ça ne veut absolument pas dire que je lui donne ce qu'il attend.
Je l'emmène toujours un peu plus loin, un peu ailleurs. C'est tout l'intérêt, même du cheminement de livre en livre. C'est qu'un livre me permet d'en écrire un autre un peu différent et on va me donner ma chance sur les 10 premières pages ou les 20 premières pages et à moi de la saisir, cette chance. Et voilà, donc c'est comme ça aussi que je chemine d'un livre vers l'autre. Et j'ai trouvé vraiment dans cette littérature pour la jeunesse le lieu de la liberté, le lieu où on n'a pas à classifier les genres littéraires en décidant si Alma est un drame historique et une romance, un roman d'aventure, voilà, un témoignage, je ne sais pas, il n'y a pas de catégorie. On peut tout rassembler avec une liberté, moi, qui fait que je n'ai pas très envie de quitter ce monde de la littérature jeunesse. Lorsque l'on participe à une rencontre avec Timothée de Fontbelle, on découvre une salle remplie de lecteurs et lectrices de tous âges. Il y a des enfants, bien sûr, accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui se sont bien souvent aussi emparés de ces livres. Et il y a aussi des jeunes adultes qui ont découvert Timothée de Fontbelle lorsqu'ils étaient enfants et qui continuent de le suivre depuis, chacun de ces livres accompagnant alors des périodes de leur enfance et adolescence. C'est vers cette catégorie que s'achemine Ombline, 15 ans, qui nous dit tout de suite quelques mots des livres de l'auteur qui l'ont marqué. J'ai rencontré l'écriture de Timothée de Fontbelle quand j'avais 9 ans, avec le livre Van Gogh, Entre ciel et terre, le 1, que maman avait à la maison pendant le confinement. Et donc, on pouvait pas sortir pour aller à la bibliothèque, dans une librairie, et ainsi de suite. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé parce que l'histoire est adaptée non pas seulement à tous les enfants, mais aussi beaucoup aux adultes. Et moi qui aimais bien les deux genres littéraires mélangés, ça m'a beaucoup plu. Je suis une grande amatrice d'histoire. Et comme ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est ma période préférée, j'ai beaucoup aimé de découvrir cet autre aspect de la Seconde Guerre mondiale. J'ai enchaîné avec le 1, le 2, puis Alma. Les souvenirs qui sont accrochés à Alma, c'est surtout quand mon père, donc mon grand-oncle, venait nous les apporter à Mayotte. C'était le synonyme de la visite du grand-oncle qui m'apportait un nouveau livre à chaque fois. Timothée de Fontbelle travaille beaucoup sur l'historique et ça nous permet de découvrir d'autres facettes qu'on connaissait pas forcément de l'histoire. La traite des esclaves, je connaissais un petit peu quand même, mais j'avais aucune connaissance de ce qui se passait dans les plantations, dans les villages, les révoltes et ainsi de suite. C'était totalement inconnu pour moi. Et j'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de personnages parce que ça nous permet de sauter de l'un à l'autre et d'en découvrir sans cesse au fil de l'histoire et au fur et à mesure de les retrouver. Et on a l'impression de toujours découvrir et que c'est inépuisable. Et ensuite, c'est une écriture qui permet d'imaginer un peu tout ce qui est dit, parce qu'il y a certes quelques images, mais pas énormément, ce qui permet d'avoir plein de paysages en tête. Pour découvrir Timothée de Fontbelle, je conseillerais le premier volume de Alma, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et que simplement on accroche très vite dans l'histoire, qui est un peu particulière par ses aspects, donc on a l'impression de découvrir un nouveau monde. Toby Lioness, donc c'est un petit garçon d'1,5 mm qui vit dans un grand chêne que son peuple habite depuis la nuit des temps, jusqu'au jour où sa famille va être condamnée à l'exil et où il va devoir donc fuir. Après lui, il y a eu Van Gogh, un jeune séminariste dans les années 30, poursuivi, il ne sait pourquoi, par des ennemis invisibles, et lui-même en quête de ses origines qui pourrait tout expliquer. Et puis, plus récemment, Alma, une jeune fille qui va devoir quitter brutalement la vallée protégée dans laquelle elle a grandi pour retrouver son petit frère dans le tourbillon du commerce triangulaire au XVIIIe siècle. Tous ces personnages, ils sont des points communs. Bon, déjà, ils donnent leur nom au livre. Oui. On les voit souvent à la lisière de l'enfance. Ils viennent d'une sorte de paradis dans lequel ils ont grandi et duquel ils vont être brutalement projetés à l'extérieur. Et devoir se débrouiller dans le grand monde avec toujours ce paradis perdu qui est à la fois leur grande douleur et leur force. Et puis, c'est des personnages très complexes. Tous, on les découvre dans leurs ombres et leurs lumières, dans leur joie, leur peine, leurs failles aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du lien que vous tissez avec ces personnages qui sont vraiment ceux qui portent le récit ? Alors, je suis, mais je me rends vraiment de plus en plus compte que je suis dans leur peau complètement, puisque par exemple, et ça je vois
pas mal de copains auteurs qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, qui ont tendance à faire des fiches d'identité des personnages en ayant tout leur passé, toutes leurs qualités, leurs défauts. Et moi, c'est beaucoup plus mouvant que ça. Je suis tellement avec eux, de même que je suis peut-être la personne que je connais le moins bien dans mon entourage, parce que je ne me regarde pas dans la glace, d'un certain côté. Et c'est un peu la même chose avec ces personnages-là. J'ai leur énergie vitale en moi, mais j'ai à peu près que ce cœur atomique là, qui est à l'origine de l'énergie, de ce qui fait avancer, qui est en effet moitié la faille, moitié le don de chaque personnage. Et donc ça fait que j'ai un lien charnel avec eux, à peu près tous d'ailleurs, y compris les personnages les plus redoutables. Il y a toujours dans les romans, que ce soit Joe Mitch ou Léo Blue dans Toby, ou que ce soit le capitaine Gardel dans Alma, sont des personnages qui sont terribles, mais je suis tellement avec eux que je suis dans leur camp. C'est-à-dire, je leur tends pas de pièges. Alors, je leur tends des pièges quand je suis tout à coup dans un autre personnage, mais je suis dans leur force de vie, à maintenir leur système, maintenir leur fonctionnement. Et donc, je suis aussi proche des méchants que des gentils, toujours, ce qui me trouble parfois. Ensuite, il y a ces personnages qui donnent, vous disiez, ces titres de romans, c'est presque toujours des noms de personnages. C'est un peu le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de contenir dans une sorte de mot-valise tout ce que je voulais mettre dans le livre. Le meilleur exemple, c'est des élèves de 6e qui m'avaient fait remarquer que le mot Toby, avec les lettres du mot Toby, on pouvait écrire le mot boîte. Et le mot boîte disait ce qu'était un titre pour moi. C'est une boîte, un réservoir dans lequel on met tout ce qu'on aurait voulu mettre dans le livre, tout ce qu'on a mis dans le livre. Et Toby, T-O-B-I-E, B-O-I-T-E, voilà, c'était le cas. Et donc j'aime bien ces noms de personnages qui sont des coffres au trésor, qui permettent de ne pas limiter. Ça me rappelle le mouton du Petit Prince, le pilote lassé de dessiner des moutons qui ne conviennent pas au Petit Prince, finit par dessiner une boîte, justement, et à faire 3 trous pour qu'il puisse respirer, et dit voilà ton mouton. Et cette fois, le Petit Prince dit c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Et c'est un peu ça. C'est mes titres et mes noms de personnages, c'est des noms de code. Et quand on a voulu me faire changer le nom d'Alma, parce qu'il y avait Jean-Marie Gustave Leclésio, tout simplement, qui avait sorti un Alma, aussi chez Gallimard, prix Nobel tout de même. Je voulais bien m'effacer, mais je ne pouvais pas effacer le nom de mon personnage. Et donc, impossible de la rebaptiser, je ne sais pas comment. Voilà, c'était Alma et ça resterait Alma. Tous ces héros et héroïnes qui donnent leur titre à vos romans, on s'y attache énormément. Et à leur côté, on est embarqué dans de véritables épopées où l'imaginaire est riche et central, mais où notre monde réel et les questionnements qui l'agitent transparaissent aussi. Alors de quelle manière est-ce qu'il fait irruption pour vous, le réel, dans l'écriture ? Il fait toujours, ou presque toujours, irruption un peu par surprise. Dans Toby, par exemple, je partais dans l'arbre pour quitter la réalité, notre monde. Je voulais cette humanité-là d'un millimètre et demi, parce que je me disais, au moins, je ne serais ni dans les actualités du jour, ni dans les drames de notre monde. Et puis, plus j'avançais dans l'écriture de Toby, plus je reconnaissais notre monde dans l'arbre. Enfin, c'était l'image, et plus ça m'intéressait, à vrai dire, et ça devenait une métaphore de notre monde, de sa fragilité, et l'arbre devenait notre monde. Mais c'était pas prévu au programme. J'étais plutôt dans l'idée d'une évasion de notre monde, et puis il m'est retombé dessus petit à petit. Et ça a été un peu la même chose pour chaque livre, finalement. Van Gogh, je quitte mon arbre et je pars donc dans les années, disons la première moitié du XXe siècle. Le héros Van Gogh naît en 1915 et on va le suivre jusqu'en 1945. Là, je voulais vraiment du roman d'aventure. Je voulais mettre des petits hydravions qui survolent l'Écosse. Je voulais mettre des grands dirigeables qui traversent l'Atlantique en 3 jours et 3 nuits vers Pernambuco, au Brésil, en partant du lac de Constance. Je voulais une petite bagnole Napier Railton 1934 avec la jeune Ethel, anglaise, essayant de traverser l'Europe dans son bolide. Tout ça, c'est la réalité, mais c'est quand même l'imaginaire. Et je me suis retrouvé avec
la fille de Staline à me balader dans le Kremlin. Voilà, je me retrouve avec la guerre d'Espagne, avec tous les sujets, les questions de liberté, de démocratie, voilà, même les dirigeables qui me paraissaient un objet poétique, et tout à coup je vois que sur l'un des ailerons est imprimée la croix gammée, et que c'est complètement dans l'histoire. Et donc là aussi, elle me retombe dessus, et j'ai l'impression que c'est assez systématique. Ça a été la même chose pour le livre de Perles, où le livre de Perles, je parle dans l'imaginaire, un héros chassé des féeries qui débarque dans notre monde, et ça dit bien d'ailleurs, ça dit bien ma démarche. Il a été exilé, c'est la pire des condamnations, d'être condamné à un monde où on ne croit ni aux contes ni aux faits, et poum, il débarque dans notre monde, et il débarque dans les années 30, devant une boutique tenue par un couple de confiseurs qui font des guimauves, et qui se trouve être une famille juive, les Perles, et la famille Perles, et là aussi, au pire moment, au pire endroit, il débarque là, ce personnage. Alors il y a peut-être une exception, c'est Alma, puisque Alma, là je suis parti avec le projet quand même de parler de ce sujet de la traite. C'est le seul roman pour lequel je partais d'une mémoire, d'un thème, et très vite d'un personnage évidemment, mais quand même je voulais rendre témoignage de ce qui était arrivé pendant ces siècles de l'esclavage atlantique. C'est sur cette première incursion dans Alma que s'achève ce premier épisode de notre podcast avec Timothée de Fontbelle. Dans le deuxième épisode, nous plongerons dans cette trilogie au souffle romanesque très fort, portée par le vent de l'aventure, qui nous fait parcourir de nombreux pays auprès de très nombreux personnages, mais qui porte aussi en elle une histoire violente, douloureuse, celle de l'esclavage et des millions de captifs qui ont été forcés de traverser l'océan de l'Afrique vers l'Amérique, dans des conditions inhumaines, pour un commerce qui a duré plusieurs centaines d'années. Nous entrerons aussi dans l'atelier d'écrivain de Timothée de Fontbelle, qui nous en dira plus sur la façon dont il construit ses livres et ses phrases. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 23 avril pour le découvrir. À très vite et belle lecture d'ici là.